du bas âge jusqu'à l'âge adulte, de milieu professionnel, tous les défis que la femme doit relever dans la sphère professionnelle, dans la société et tout. En fait, c'est tout un ensemble, c'est un cortège de trucs en réalité. Donc toutes les femmes peuvent se retrouver. Et puis, en tant que juriste, en tant que consultante juridique, il y a des points dans les aspects juridiques dans le volet sensibilisation de la femme. Parce que j'ai voulu faire un aspect pour permettre aux femmes de savoir qu'il y a un arsenal juridique qui est mis en place par le législateur pour pouvoir protéger les droits des femmes. C'est vrai que les femmes, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas vulgarisé en réalité le code pénal, le code civil, c'est pas trop vulgarisé. Il faudra être dans le domaine comme nous pour pouvoir connaître quels sont les articles qui protègent les femmes, quels sont les articles de loi qui protègent les enfants et autres. Mais mon rôle aujourd'hui et mon rôle toujours, je l'ai toujours fait dans tous les plateaux de télévision où j'ai eu l'honneur et la chance d'être invitée, c'est de vulgariser, de permettre aux femmes, de sensibiliser les femmes surtout pour dire que c'est vrai qu'il y a encore un vide juridique, c'est vrai qu'il y a l'État sur le plan juridique, mais il y a des articles de loi, les États quand même, il y a quand même une innovation qui permet de protéger les femmes. Lorsque vous savez vos droits, lorsque vous connaissez que vous avez été atteint dans vos droits, il y a des moyens pour que vous puissiez avoir gain de cause devant une juridiction. Voilà, il est important de le souligner. Ma très chère, nous commençons tout de suite. Oui, et je veux dire bonsoir à Karine Mambou, parce que moi, j'ai parcouru comme ça brièvement votre livre. Vous êtes l'auteur de ce livre qui est intitulé « Ma version des faits » et qui dénonce les violences sexuelles sur des jeunes filles ou des enfants, tout au moins des femmes de manière générale. Alors, c'est quoi cette version des faits ? Ben, la version des faits, c'est, comme vous l'avez dit, un livre qui parle de viol. Le livre ne parle pas que de viol, c'est un parcours, c'est un fragment de parcours d'une vie, de ma vie. Donc je me suis dit, j'ai eu un traumatisme et ce traumatisme-là, je ne suis pas la seule, je ne suis pas une unique personne à la vivre. Il y a beaucoup de personnes d'autres qui vivent ce genre de traumatisme en milieu de famille. J'ai décidé donc de protéger les enfants, j'ai décidé de parler de ma version de fait, de parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu lorsque j'étais chez mes parents. Ils n'ont jamais su cela et je sais qu'il y a beaucoup d'autres parents aussi qui peuvent avoir, qui se cachent chez eux, parfois ils le savent, parfois ils ne le savent pas, donc j'ai décidé de briser le silence, de faire ma part. J'ai dit je fais ma part, je raconte ma version de fait, et maintenant dans ma version de fait, je donne l'opportunité également à tous les victimes, à tous les enfants de cette tranche d'âge qui étaient 10 ans ou alors un peu plus, jusqu'à 13 ans, de pouvoir aussi raconter leur version des faits. Alors justement, vous tirez une sonnette d'alarme à l'endroit de ces parents qui délaissent leurs enfants au profit des besoins, je veux dire, comme ça, professionnels. Alors, on va se dire, pourquoi n'en avoir pas parlé ou alors ils n'étaient pas disponibles? Où est-ce qu'ils étaient exactement? Non, les parents étaient disponibles, sauf que les bourreaux vous disent tout de suite que si vous parlez, vous allez mourir. Et lorsque vous êtes petite, vous avez l'impression que vous vous dites que c'est une réalité. Si vous parlez réellement, vous deviez mourir. Donc c'était un peu cela. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas parlé, parce que je croyais que j'allais mourir. D'accord. Alors, Sylvie Ekobé, je ne sais pas en tant que juriste, peut-être, est-ce que vous pensez que ça soutient des parents qui peuvent, voilà, un enfant qui vit ce type de traumatisme et puis, je veux dire, ce type de situation régulièrement, comme certainement Karine Mambou, et qui fait face à ce type de situation seul. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la démarche à suivre? Comment un enfant peut survivre à cela? Alors que cet enfant a bien des parents. Mais des parents ne sont pas au courant. Comment comprendre? J'ai souvent eu à dire qu'il y a des parents qui sont démissionnaires en réalité. Ce type de parents, ce sont des parents qui sont démissionnaires, ce sont des parents qui ont délaissé leurs responsabilités parentales, peut-être au profit de leur profession et autres. Moi je dis déjà dans l'article 212 et suivant du code civil oblige les parents à prendre soin de leurs enfants. Ça c'est une obligation, c'est une de leurs responsabilités. Ce qui entraîne que lorsque vous en tant que parent, vous ne veillez pas à l'éducation, à l'entretien de votre enfant, il y a des peines privatives de liberté qui doivent être appliquées, qui sont appliquées lorsque vous délaissez vos responsabilités au profit d'une autre personne, au profit d'un tiers. Parce que ça se passe régulièrement dans notre société. On voit des personnes qui se disent parents,
sur le nom, mais qui au fond, c'est souvent les cousins, les tantes qui prennent soin des enfants. Le plus souvent, les enfants sont laissés comme ça au quartier, ceux même qui ont la chance que ce sont les cousins, parce que le plus souvent, ce sont les voisins qui prennent soin des enfants, ce sont les voisins qui savent que l'enfant doit manger, l'enfant doit se vêtir, ou bien l'enfant doit dormir à telle heure parce que le parent n'est plus là, soit parce que peut-être ce parent n'a pas de moyens financiers, parce qu'il y a aussi une question de précarité au Cameroun, ou peut-être la maman se trouve en train de vendre peut-être les tomates au marché, ou le papa peut-être en train de se débrouiller, ou bien c'est une volonté réelle, quand on se dit peut-être que bon, je vais laisser l'enfant et puis les autres vont... Ça peut justifier quand même non, le ça ne justifie pas, parce qu'on dit que le socle familial... c'est la base même de l'être humain. Lorsque déjà vous avez faussé cette base, lorsque vous êtes enfant, vous n'avez pas eu la chance d'être bien encadré, d'être bien suivi. Je pense que lorsqu'on grandit, on devient quelqu'un qui est déséquilibré parce qu'on n'a pas reçu tout ce soin-là, tout cet encadrement idoine pour permettre à un homme d'être un homme accompli. Et on a des cas comme le cas de cette dame, parce que lorsqu'on laisse un enfant peut-être à un étranger, ce dernier n'est pas garant de notre enfant, c'est nous qui sommes garants de notre enfant. C'est-à-dire, l'enfant peut être sujet, donc victime de ce type d'abus. Ça peut être le voisin, ça peut être n'importe qui, parce que l'enfant n'a pas de surveillant. Il n'y a personne qui est là pour regarder après cet enfant. Les parents travaillaient, ils allaient au travail, maman allait au travail, papa allait au travail. Et puis, à l'époque, c'était la mi-temps. Donc, il y avait des groupes. Moi, je devais aller à l'école peut-être le matin, mes frères le soir. Et puis, comme il fallait quelqu'un pour m'aider à m'apprêter, pour que j'aille à l'école, parce que je n'avais pas encore la notion de temps. Je ne savais pas encore lire une heure sur une horloge. Donc, du coup, la personne qui était déjà d'abord mon oncle maternel, qui était chargé de m'accompagner, de me diriger. J'étais seule à la maison avec lui. Donc du coup, vous les parents ne pouvez pas imaginer qu'un oncle puisse faire, j'en viens à vous, vous ne pouvez pas imaginer que ça peut arriver. Donc, on vous laisse en journée avec lui, il reste faire ce qu'il a fait. Les parents, maman, elle rentre tôt, vers les 16h, elle sait qu'elle rentre, elle s'occupe de sa famille, elle prend soin de ses enfants, mais elle ne sait pas ce qui s'est passé entre temps. En fait, elle n'est pas informée. Mais j'aimerais rebondir en disant que nous sommes responsables, nous les femmes. Je vais le dire aujourd'hui. Nous sommes responsables à 50% de ce qui peut arriver à nos enfants ou qui arrive à nos enfants. Pourquoi? Lorsqu'on a des enfants qui sont filles ou garçons et autres, on remarque le changement. C'est visible. Un enfant commence à être triste. Un enfant commence à s'éloigner. Mais écoutez, non, je le parle. Écoutez, je vais arriver où je vais arriver. Même si on ne remarque pas ce changement qui est physique. Mais lorsque vous avez une petite fille, peut-être de 8 ans, peut-être dans votre cas 9 ans, qui a subi peut-être des attouchements, dites-moi comment, lorsque vous prenez soin de cet enfant, quand vous lavez cet enfant, votre fille, vous faites peut-être, on va pas aller plus loin, mais vous savez, vous pouvez remarquer qu'il y a un certain nombre de changements physiologiques, physiques. Bon, vous pouvez le faire. C'est parce qu'on ne prend pas suffisamment le temps pour regarder. Moi, je trouve que c'est clair, en réalité. Elle était petite, on va dire, elle n'osait parler, donc elle a gardé le silence. Elle était dans le mutisme. Maintenant, en tant que femme, Minou, dans un foyer, également, on garde le mutisme pendant un moment. Parce que là, on croise deux histoires. En fait, on croise deux histoires, mais en fait, le comportement de la petite fille, en fait, qui a peur, n'est pas différent du comportement de l'aîné, en fait, de l'adulte, en fait, qui a aussi peur. C'est-à-dire, en fait, qu'on a dans la violence, on a ce qu'on appelle l'emprise, et on a ce qu'on appelle la sidération. C'est-à-dire que l'emprise, en fait, c'est une personne qui vous manipule et qui vous domine, soit par son argent, soit, en fait, par sa position forte, en fait, comme ça pouvait être un aîné. Et le problème, c'est que, sincèrement, et je le dis, honnêtement, moi, j'étais victime de violence, j'étais battue et tout, mais honnêtement, c'est quand j'ai témoigné que tout le monde a réellement su. Mais je veux dire que j'avais souvent des fois l'impression d'être bien, j'avais une bonne apparence. J'ai rencontré des femmes battues, c'est-à-dire les coups sont un tout petit peu partout, mais le matin, elles sont bien maquillées, vous ne pouvez pas savoir. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a d'abord la peur. Ici, il y a la peur de parler, de perdre son foyer, de ne pas être cru. Mais quand on est petite, il y a la peur, surtout quand on dit justement, je vais te tuer, tu vas mourir. Les enfants sont de très bons acteurs. Donc, ils peuvent vraiment cacher pendant de bonnes années sans que vous ne soyez au courant de rien. Mais je vais dire, Minou, quand même, un enfant, je ne sais pas, elle va certainement nous dire comment ça s'est passé. Un enfant de 10 ans, 11 ans, moi j'ai
cherchais cette histoire de Nadine, 11 ans, qui adorait sourire. Et elle riait à tous les coups et puis elle était heureuse. Et pourtant, sa mère n'a jamais été là pour elle. Alors, après le viol, elle est devenue cette enfant taciturne et tout. Alors, est-ce que, je veux dire, est-ce qu'il y a des enfants comme ça qui peuvent subir des attouchements, des pénétrations même, et rester aussi joyeux? En fait, non, déjà, il n'y a pas d'enfant qui va rester joyeux. Mais le problème maintenant va de comment est-ce qu'on éduque nos enfants en Afrique et au Cameroun. C'est-à-dire en fait que c'est pas la grande joie de nos jours avec la conjoncture. Quand les parents rentrent, ils sont fatigués, ils ont des problèmes, et surtout les femmes. Les femmes ont ce qu'on appelle en Afrique la charge mentale. C'est-à-dire en fait c'est elles qui doivent le foyer, je veux dire la popote, les problèmes en fait de la belle famille. C'est pas comme disait tout à l'heure en fait les réalités des autres. C'est-à-dire que chez nous on donne tout à la femme. Je ne me remets pas en cause en fait normalement l'apport des hommes, mais la femme africaine est sur laquelle on a reposé tous les maux du monde. Ce qui fait en sorte qu'il peut avoir un manque d'attention. Des fois on travaille, on sait souvent quand on arrive, c'est pas évident. Et des fois les enfants ils peuvent se dire maman je veux te parler, mais le problème des factures à payer, le problème en fait de la belle-mère, le problème en fait et surtout il faut souvent rappeler que beaucoup de femmes sont devenues des fois dans les foyers des pères et des mères, c'est-à-dire en fait que de leurs petits frères, dont ça fait quand même beaucoup, ce qui fait en sorte que des fois, et ce n'est pas le style, quand on rentre, on enlève les chaussures, les enfants viennent un peu comme c'est en Europe. Ici, les familles en fait vivent avec d'autres familles à l'intérieur. Donc, alors quand on va voir une petite, on va dire non, tu veux trop attirer l'attention sur toi, tu déranges et tout. Donc, ce qui fait en sorte que la maman ne va pas réellement prendre ça facilement en considération. On va prendre notre premier reportage, Femmes battues, le dialogue par coup de poing, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On revient et certainement Sylvie aura des choses à nous dire là-dessus. Premier reportage. Souffrir dans sa chair, l'expression est bien connue de cette jeune dame. Pendant 7 ans, elle a vécu une union difficile. Même au début du mariage, ça n'a pas été facile. Parce que quand je suis arrivée là-bas, au début, je ne savais pas ce qu'on appelait ration. Mais ce qu'il me donnait, c'était 300 francs. Avant, il ne donnait rien. Quand même, avant, il ne donnait rien. Après, on vivait à la maison avec sa petite soeur. Alors un temps, sa petite soeur me dit, il faut donc aller prendre la ration à ton mari. Je vais maintenant, je lui dis, il faut commencer à me donner, j'avais déjà fait 2 mois, il faut commencer à me donner la ration. Il sort 300, il me donne, il dit que va voir, ma petite soeur va augmenter. Je vais voir sa petite soeur, peut-être elle va augmenter 200. Tu joues comme ça. Bon, après, quand j'étais déjà enceinte, c'était alors le moment où je ne savais pas. Bon, comme j'étais aussi bien naïf, la période quand j'étais donc enceinte, si je lui demandais quelque chose, comme les friandises pour manger, il va me dire on ne mange pas parce qu'il faut manger, mais on mange parce qu'on a faim. Violence psychologique, violence économique, violence physique, elle a traversé toutes les phases de la violence conjugale. Je n'avais jamais connu le bonheur du mariage. Je n'avais jamais connu. Et même comment dire, rester comme ça, l'homme peut t'acheter de beaux vêtements et autres. Les sous-vêtements, alors non. Quand il restait il a vraiment besoin de la femme. Ce qu'il va faire, j'avais les cils déchirés partout. Mais son problème était de balancer d'un côté et de faire sa chose comme il veut. Le comble de cette histoire arrivera lorsqu'elle sera enceinte de son 2e enfant. L'enfant était malade, on a donc amené l'enfant à l'hôpital. Et entre-temps, j'étais enceinte. On arrive à l'hôpital, il dit aux infirmiers que l'enfant tombe malade parce que j'aime trop faire l'amour. J'ai dit, tous les jours tu me tapes, le quartier est sorti. Le quartier sort tous les jours parce que tu veux t'amuser avec moi et je refuse. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Alors depuis ce moment-là, j'avais aussi décidé que si c'est comme ça, moi je ne peux plus rien faire avec toi. Quand il demandait, je refusais, il prenait alors sa main, il l'envoyait dans mon vagin. Une histoire pathétique qu'elle ne se lasse de raconter. La ration qu'il me donnait, c'était 500. C'est que j'allais au marché acheter. J'achetais le riz de 50-50. Le riz mélangé avec du sable et des tessons de bouteilles. Je viens, je tamise. J'enlève le sable. De côté, je boule, je lave. J'achète l'ombonga de 50 juste pour que mon mari vienne y manger. Bon. Mais jusqu'alors, il ne trouvait pas que j'étais en train de faire quelque chose.
Blessée au plus profond d'elle, bafouée dans son honneur, elle a quitté le mariage. Les séquelles de ce terrorisme conjugal, elle les garde encore aujourd'hui. Problème d'yeux, de nerfs, sa santé en a souffert. Notre prochaine victime se nomme Oureira. Son histoire, elle a vécu avec un homme pendant 2 ans. Après, il a appelé au village, on a cherché sa femme. On l'a amené sa femme. Maintenant, elle lui dit que, bon, moi je vais te quitter parce qu'il ne peut pas rester avec toi. Tu as ta femme à la maison, moi je suis à côté, donc tu ne peux pas me marier encore puisque tu as déjà ta femme chez toi. Il dit non, avec sa femme comme ça, on va toujours vivre ensemble. Mais il dit qu'à la longue, je serai alors comment, où est donc ma position? Mais je quitte. Il dit jamais, je ne peux pas quitter. On est ensemble, ça va. Et il va me marier. Maintenant, comme un homme aussi me demandait qu'il veut que je vienne, on habite ensemble et il va aller voir ma famille. Je suis quittée maintenant, je suis avec l'homme là, il ne voulait plus de lui encore. Tout le temps, il venait à la maison, il ne me voyait pas. Quand il rentrait, il m'a dit tape. Oureira sera confronté à divers sévices au point où les coups vont produire des blessures, comme on peut le voir sur cette image. Un jour maintenant, il ne pas me piéger, c'est devant la porte de mon ami là, puisqu'il connaît la maison. En sortant maintenant, c'est comme ça qu'il m'arrête dans le noir. Il venait d'abord avec la moto pour me cogner avec. Je dis que ça c'est quelle moto qui vient là-bas? C'est une moto volée. Je vais esquiver, la moto vient plutôt vers moi. Comme ça, il m'arrête, il me tête comme ça. Le sang commence à couler. Selon l'enquête démographique et de santé à indicateurs multiples de 2011, 55% de femmes subissent des violences physiques exercées principalement par leur mari depuis l'âge de 15 ans. Les raisons évoquées, repas brûlés, débats avec le conjoint, sorties sans permission, négligence des enfants ou encore refus de rapports sexuels. Et donc, merci de nous envoyer vos questions ou vos observations sur notre page Facebook /dans-le-Saré. Fiston nous dit que les médias doivent prendre le problème de violence faite aux femmes à bras le corps. C'est un problème sérieux. Lutzon Godlock nous dit que l'heure est vraiment grave. Ces déboires de l'Occident sont déjà en train d'être transportés vers l'Afrique. Est-ce qu'il y a une transposition? Je n'en sais rien. Peut-être que Minou donnera son avis là-dessus. Ce sont les conséquences de la mondialisation, les chaînes de télévision étrangères, Minou? Non, absolument, c'est absolument pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, là, on en parle aujourd'hui parce que la parole des femmes se libère de plus en plus en fait en Afrique. Mais je veux dire, les violences ont existé. Ce n'est pas un problème de race. Les violences existent pratiquement partout. Mais chez nous, quand même, les violences sont dues déjà d'abord à comment est-ce que l'on renvoie l'image de la femme dans la société. C'est-à-dire qu'on renvoie beaucoup plus l'image de la femme africaine. On aime dire la mère de l'Afrique, mais c'est-à-dire c'est celle qui fait juste des enfants. On ne présente pas comme la partenaire en fait, la partenaire de vie. On ne présente pas des femmes comme des personnes qui sont très ambitieuses. Les personnes qui disent que ce sont les problèmes de l'Occident adorent prendre comme exemple une Michelle Obama, adorent en fait prendre des grandes dames. Mais quand il s'agit de nous, on dit non, vous savez, nous c'est des Africains, nous sommes Africains, donc ce qui fait en sorte que la femme, elle doit se taire. Mais sauf que ce n'est pas vrai parce que avant les sociétés étaient matriarcales et l'Afrique évoluait. Ce n'est pas un problème d'Occident, c'est un problème de mœurs, de société. Dû en fait comment est-ce que l'éducation est faite par rapport aux filles qui sont toujours celles qui doivent supporter. Alors, il y a Colson Gangoum, Sylvie, qui nous dit que, qui pose une question, pourquoi on voit plus les violences faites aux femmes que les violences faites aux hommes? Enfin, je pose la question à Sylvie. Disons qu'on va rarement voir les violences qui sont faites aux hommes parce qu'en réalité, la majorité des violences qui sont exercées dans notre société, ce sont les violences qui sont exercées
par les hommes envers les femmes, parce que la femme, tout le monde le connaît, c'est le sexe faible, c'est celle qui n'a pas suffisamment de force sur le plan physique, sur le plan financier pour pouvoir se défendre. Parce que lorsqu'on va pouvoir tout à l'heure identifier les types de violences, on va voir qu'en dehors des violences de type physique, psychologique, il y a les violences d'ordre économique qu'on ne dit pas le plus souvent. Celui qui détient la bourse a le pouvoir. On a vu des femmes qui ont été privées de rations, on a vu des femmes qui ont été interdites d'aller travailler parce que le mari, il se sentait tellement jaloux, bien il voulait exercer un certain pouvoir sur la femme. Voilà autant de types de violences. On a l'impression que lorsque vous n'avez pas eu des séquelles physiques, que vous n'êtes pas violenté, parce qu'on le voit souvent à la gendarmerie, les femmes qui viennent se plaindre, mais lorsqu'on vous fait comprendre que lorsque vous n'établissez pas un certificat médical et lorsqu'on ne voit pas sur vous que vous avez peut-être des blessures autres, vous n'êtes pas violenté. Tant qu'on ne sait pas ce que vous vivez un enfer terrible parce que psychologiquement vous êtes amoindri, vous êtes diminué, vous n'êtes que l'ombre de vous-même parce qu'on vous a complètement fait comprendre que vous êtes un animal. On a vu des hommes qui insultent leurs femmes, on a vu des femmes qui dorment dans la porcherie. J'ai la chance, malchance, je ne sais pas trop, d'avoir les femmes qui, dans mon métier que je fais, d'avoir des femmes qui viennent se consulter. Autres, on a vu des femmes qui dorment carrément dans les porcheries. Pourquoi? Pour un repas brûlé, on a vu tout à l'heure, pour un enfant qu'on a voulu corriger, le mari se dit peut-être que vous n'avez pas le droit sur votre propre enfant de corriger, comme ça il s'énerve et puis peut-être à 23h il ouvre la porte et vous dormez dans la porcherie. Ça veut dire que ce dernier vous assimile à un animal. Imaginez-vous psychologiquement, vous avez l'impression que vous n'êtes rien. Donc il y a autant de choses. Peut-être une question avant que Matrèche ne prenne la parole. On a Roméo Di Caprioso qui nous dit que avec l'évolution du temps, il a compris que les femmes, pourquoi les femmes sont violentées. Alors c'est vraiment un exercice scientifique qu'il a réalisé et il nous dit que il s'agit de la conséquence des hommes avec grand H qui ne se marient plus avec leur partenaire qui leur était destiné ou prédestiné. Très peu de femmes aiment encore réellement la personne de l'homme, mais son argent et l'homme juste la satisfaction de ses envies. Non. Karine. Moi, je ne partage pas cet avis. Et je pense qu'on se marie avec quelqu'un parce qu'on aime. En fait, logiquement, on devrait se marier avec quelqu'un parce qu'il y a amour. Et ça n'a rien à voir avec les violences. Moi, je ne pense pas que ça... Karine, est-ce que vous avez subi des violences quand vous êtes mise en couple? Moi, psychologiquement, non, je ne suis pas en couple. Je n'ai pas encore été en couple. Je veux dire, vivre avec quelqu'un dans une maison, je n'ai pas encore été en couple. J'ai eu des copains, mais vivre une violence, peut-être du côté de la belle famille, parce que j'ai eu un fiancé. On a failli se marier, mais on n'a pas vécu ensemble. Mais j'ai vécu une violence psychologique parce qu'il me mettait la pression sur le plan de l'enfant et tout ce que ça comporte. Ça, c'est une violence aussi. On vous a traité d'arachide grillé, c'est voilà, écrit. C'est écrit, arachide grillé par rapport à l'enfant. D'accord. Parce que j'étais avec quelqu'un, sa famille voulait absolument qu'on ait un enfant, l'enfant n'arrivait pas. Déjà, on ne vivait pas ensemble sur le même toit. Du coup, la probabilité pour que l'enfant arrive était vraiment réduite. Mais cette famille ne comprenait pas cela. Ils ont eu l'impression que c'est moi le problème. Ils me harcelaient, ils racontaient des tas de choses. Et au point de m'appeler arachide grillé. Comme pour dire que je ne pouvais pas germer, je ne pouvais pas donner naissance, je ne pouvais pas féconder. Je n'avais pas compris. Alors Sylvie, la violence physique, morale, est-ce un mode de communication aussi? Je veux dire, un homme qui frappe qui s'en prend physiquement à sa partenaire ou moralement, est-ce qu'il y a un message qu'il essaye de passer? Peut-être qu'il souffre lui-même aussi? Qu'est-ce qui se passe? Disons que c'est un homme qui sait en lui-même qu'il ne vaut rien en réalité. Il a besoin donc, oui, c'est un homme qui est faible de caractère, faible d'esprit, qui psychologiquement, il est diminué. Il a besoin donc d'avoir un certain pouvoir et il exerce donc la violence sur la femme pour pouvoir retrouver quelque chose. Mais en dehors de cela, j'aimerais dire que la violence même chez nous au Cameroun, c'est qu'on a des régions au Cameroun ici où on a l'impression, on dit que exercer la violence sur sa femme, c'est une forme une preuve d'amour pour les uns, et puis d'autres, c'est une façon de corriger la femme. Vous voyez, quand on a déjà ce type de thème, cela renvoie déjà à humilier la femme. Vous voyez que sur le plan culturel, sur le plan social, tout est fait pour que la femme se sente amoindrie. Et tout est fait pour que les hommes se sentent tout puissants, et c'est la raison pour laquelle ils se permettent donc de croire qu'ils ont une hégémonie, qu'ils peuvent exercer des violences, parce que sur le plan culturel, lorsque tu bats sur ta femme,
personne ne va venir te faire comprendre que tu as agi mal. Parce que nous-mêmes, je le disais d'entrée de jeu, et vous allez voir que j'ai raison quand je disais, c'est qu'elle a dit tout à l'heure, lorsque une femme se marie et que vous n'arrivez pas facilement à enfanter, on ne regarde pas si vous avez fait des examens, si peut-être c'est lui ou c'est elle, directement on vous fait comprendre que c'est elle qui a un problème. Et le problème souvent, des personnes qui sont souvent actrices de ces faits, c'est généralement nous les femmes, c'est souvent les belles sœurs. Les belles-mères qui sont derrière en train de faire comprendre que tu perds le temps à votre fils. Vous voyez que ces violences ne sont pas seulement les violences qui sont exercées par les hommes vis-à-vis des femmes. Il y a des violences qui sont exercées par les femmes vis-à-vis des femmes. Et il y a ce volet-là. Il y a également au niveau des rites de veuvage. Regardez comment les rites de veuvage qu'on voit dans nos traditions, ce ne sont pas les rites de veuvage qui sont exercés par les hommes vis-à-vis des femmes. Non, ce sont les rites de veuvage qui sont exercés par nous-mêmes, nous les femmes, vis-à-vis d'autres femmes. Il s'agit de nous-mêmes qui enfermons nos congénères dans les maisons pendant 5 jours et qui ne doivent pas manger, qui ne doivent pas se laver, autres. Donc je veux dire qu'en réalité, nous-mêmes les femmes, nous avons une responsabilité vis-à-vis du regard que nous-mêmes on projette. Je vais poursuivre, s'il vous plaît. Je vais poursuivre en disant que pour terminer, et c'est très important cela, lorsque dans une société, vous êtes peut-être victime de violence et que vous allez peut-être vers votre amie, peut-être Minou, ou bien vers elle, ou bien une autre, ou bien je vais chez mes parents ou chez ma maman pour me plaindre. C'est cette dernière qui va dire que retourne chez ton foyer, va protéger ton foyer, n'abandonne pas ton foyer. Voilà autant de violence. Lorsqu'on vous dit ça une fois, 2 fois, est-ce que le lendemain vous auriez le courage de revenir, vous n'allez pas le faire. Minou a suivi cela, elle nous le disait il y a quelques instants. Mais au-delà de cela, Minou, avant de rebondir sur la question, le premier geste de violence qui est subi dans un foyer, comment est-il considéré? Alors, avant de rebondir justement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit qui sont pas très vraies. Je vais répondre directement à votre question. Le premier geste de violence, ça dépend. D'abord, le premier geste de violence, ça dépend de comment est-ce que le couple a d'abord commencé. Prenons le cas de Minou. Le cas de Minou, comment est-ce que cela a été considéré? La première fois qu'il m'a giflé, c'est parce que j'avais découvert qu'il m'avait trompée, et c'est parce que la fille avec qui il m'avait trompée était venue me voir. Et alors, il faut que je raconte ça, parce que elle est venue me voir. En fait, on s'est rencontrés au marché, et en fait, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Et tout, je dis, non, je suis venue m'installer avec mon fiancé et tout. Et elle me fait, ah, ok, d'accord, mais c'est qui ton fiancé? Je donne le nom. Elle me dit, non, c'est pas vrai. Je dis, si. Elle me dit, parce que moi, je sors avec lui depuis 8 mois. Et elle me dit, on était ensemble, et on a eu des rapports la veille. Et elle me montre, en fait, ce qui est vrai. Moi, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai une éducation où on ne déteste pas quelqu'un qui nous a rien fait. Donc, je lui ai dit que c'est très simple, on va aller le voir. Aussi clair et net. On est allé le voir au bureau. C'est allé dans tous les sens. Mais sauf qu'à cause de ça, il a pris cela d'abord, c'est ce qu'il m'expliquait après, comme un affront. Déjà, pourquoi? Parce que j'ai refusé d'accepter qu'elle a fait ça par jalousie. Je lui ai dit non, je suis désolée, cette fille, elle n'a pas un problème. Elle peut se mettre nue devant toi. Le simple fait que tu es allé et que tu as accepté, tu nous as mis en danger. Mais maintenant, le lendemain, en fait, j'étais mal, j'ai pleuré, c'était chaud. Et à un moment, alors, il essayait de me parler et je lui ai dit, je préfère dire la vérité, je lui ai dit, fiche-moi la paix, je ne veux pas te parler, c'est très sale ce que tu as fait parce que tu es allé sans te protéger, tu es avec moi sans te protéger, c'est très grave. Il me dit, je t'ai demandé de venir, je te parle. Je lui dis, j'ai pas envie de parler. Il dit, moi j'ai envie que tu m'écoutes. Et c'est comme ça que la première il me dit, tu ne me fais pas ça, Minou, et tout. Et alors il me gifle. Et quand il me gifle, c'est très important après parce qu'il y a 2 manières. Parce qu'il y a ce qui s'est compensé après. Quand il me gifle, il m'a giflé 2 fois. Et il est resté, j'ai couru dans la chambre, et il est venu dans la chambre, il s'est mis à genoux et il s'est mis à pleurer. Et il m'a dit, je ne mettrai plus jamais la main sur toi, je suis désolée, et tout, c'est des accès de colère. Sauf qu'après, c'était la débandade. Il m'a frappé plusieurs fois après. Alors, donc, les observateurs, les psychologues qui disent que la première fois, la première gifle, est très souvent minimisée, mais après, il y a un accès de violence. Parce qu'il y a la manipulation. C'est-à-dire que la première gifle, d'abord, c'est déjà pour mettre son territoire, pour mettre déjà l'instinct de domination. Et petit à petit, créer la terreur. C'est-à-dire, en fait, c'est de dire que maintenant, si tu découvres, voici ce qui inconsciemment va t'arriver. Mais sauf que c'est subtil. Parce qu'après, il y a les excuses, il y a tout ce qu'il y a autour. Mais sauf que après, quand il y a des... je veux dire, la première gifle après s'accompagne de violences psychologiques. Donc, il y a un souci dessus.
C'est que j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir raison et puis on se fait bastonner ensuite juste parce qu'on exprime quand même son mécontentement. Mais bon, ça c'est un autre point. Oui, beaucoup de manipulation, vous l'avez dit. Alors vous êtes Minou Christelle, comme vous le dites, une survivante voilà, des violences physiques. Et qu'est-ce que ça signifie finalement? Survivante de violences physiques, c'est-à-dire que j'ai survécu au coup. C'est-à-dire que la violence physique, c'est la violence physique en fait, c'est celle qui se fait par des coups ou par des objets, ou en fait par strangulation, parce que moi j'ai été strangulée aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que c'est-à-dire il arrête et il te met la tête sur le cou et il te la pousse jusqu'à, il te dit, je t'ai dit tu ne me quittes pas. Et il y a la violence physique aussi, c'est quand on prend des objets, on jette sur vous. C'est-à-dire que moi, on avait jeté un pouf parce que je lui avais dit que non. Là, ça, tu es déjà en train de me mentir. Il dit, je te mens pas et on te jette. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Et après, maintenant, il y a la violence que tout le monde connaît avec des coups qui laissent des traces. Donc, et ça, ce sont des violences qui détruisent vraiment l'estime. Je voulais dire que oui, et c'est vrai, je suis allée voir des femmes et tout. Et ces mêmes femmes m'ont dit, en fait, que parce que je vivais dans une très belle maison, que j'avais un fiancé qui avait une très belle situation et tout, et que sincèrement, par rapport à elle, parce que c'était dans un autre pays africain qui, normalement, leur frère ne les a pas épousés, donc moi j'ai une chance ultime. Je voudrais dire que beaucoup de femmes qui parlent comme ça, c'est parce qu'elles ont grandi déjà, en fait, en étant détruites et soumises. Et maintenant, pour le cas de la violence, par exemple, moi je prends un cas que j'ai testé et j'ai vécu. Est-ce qu'on peut revenir dessus, Minou, le temps de prendre ce deuxième reportage? On met juste une petite pause pour parler de survivantes. On regarde ce reportage et on revient. D'accord. 47% des hommes pensent que pour une raison ou pour une autre, il est justifié de taper sur sa femme. Fabrice Nembi est partisan de la violence comme moyen correctif. Lorsqu'on vit avec une femme, on fixe des bases. Alors lorsque les bases ne sont pas respectées, moi par exemple je suis du genre violent. Lorsque ma femme n'applique pas ce que je lui demande de faire, je réagis toujours par la violence. Donc parce que j'ai l'impression que c'est un problème de leadership et je n'accepte pas ça. Fabrice est allé jusqu'à instaurer l'heure du couvre-feu dans son domicile conjugal. Lorsque 18h sonne, je n'aimerais pas voir ma femme dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'image de notre couple qu'elle devrait défendre. Et dans la société, on doit avoir une bonne image. Mais madame, il y a des moments, elle fait ce qu'elle veut. 20h, je suis couché à la maison, elle n'est pas là. Alors lorsqu'elle rentre, moi, je ne peux pas lui pardonner cela parce que déjà, j'ai mon honneur qui est bafoué. Et je réagis par la violence. Mais ça, c'est dans le but de la corriger et pas la bastonner pour la tuer ou quoi que ce soit. Et le motif pour lequel Fabrice a usé dernièrement de la violence est marqué dans le règlement intérieur de sa vie de couple. Ça fait environ 3 mois que je l'ai bastonné pour la dernière fois. C'était parce qu'elle n'a pas respecté l'une de mes règles majeures. S'oublier à causer avec les hommes à tort et à travers. Et voilà ce qui m'a poussé à la bastonner. L'ayant donc bastonné, et quelques temps après, je me suis rendu compte que ce n'était pas la solution. Et elle-même aussi, elle m'a entraîné vers une ONG. C'est cette ONG-là qui a essayé de nous donner les conseils. Aujourd'hui, Fabrice a pris du recul pour ne plus faire appel au coup de poing, mais il n'est pas certain de tenir longtemps. Comme Fabrice, Yves Nestor Dengabou est un usager de la violence dans ses échanges avec sa femme. Vous avez une femme, vous programmez ensemble, vous entendez ensemble pour aller par exemple rencontrer un parent malade. Oui, elle est d'accord, elle aborde le rendez-vous plusieurs fois. Et au moment où elle veut même partir, vous voyez, elle s'habille d'une manière un peu bizarre, comme les filles de la rue. Vous voyez, vous vous sentez déjà un peu mal à l'aise devant le parent. Donc, quand vous lui reprochez, elle se prend la tête. Vous voyez, ça peut arriver que la violence commence. Les histoires de Fabrice et Yves ont plusieurs points en commun. Mais celui qui a choisi l'anonymat a été surpris en bonne compagnie. Un jour, je voulais
j'étais en train de faire une sortie, ma grande déception. Alors elle m'a rencontré avec une amie. Et vraiment, de façon un peu arrogante, elle s'est accrochée à mon habit. Et voilà, sans toutefois m'attendre, la main est d'un seul coup partie parce que j'essayais de l'expliquer. En fait, elle ne voulait pas comprendre. Bref, c'est pour elle qu'elle avait eu des chuchotements de part et d'autre, que je vivais avec Yes. Ma grande déception, vraiment, j'ai abusé d'elle un peu avec la violence. Au bout de tout ceci, les hommes reconnaissent que la violence déstabilise la vie de couple. Yannick Thiabe en sait quelque chose. Plus tu tapes sur la femme, plus les problèmes se remontent plutôt dans le foyer. C'est pas bien. Tu lui reproches de quelque chose, elle dit avec toute la fatigue du travail, j'ai trouvé mieux de taper que de demander doucement. Quand il finit de taper la femme, elle s'est blessée, j'ai amené à l'hôpital. Elle était blessée au niveau de la cuisse. Je vous parlais de ma femme même. Et on s'est mariés, ça fait des années aujourd'hui, avec les enfants. Donc, après avoir fini de taper sur elle, le lendemain, les problèmes s'avançaient seulement dans le foyer. Il n'y avait plus la paix, il n'y avait plus l'amour, il n'y avait rien. Même les enfants étaient plus avec nous. Donc, j'ai demandé pardon en famille. J'ai convoqué la famille et demandé pardon, il me s'est excusé. Depuis ce jour-là, j'ai mis la croix de ne pas encore sur la femme. Pour expliquer cette attitude de violence physique envers leur conjointe ou partenaire, les hommes pointent une déficience de maîtrise de soi. Sur notre page Facebook / dans le Saré, Alexis 4 nous dit que le dialogue par coup de poing date de l'Antiquité. Olivia Winnie nous dit qu'elle a des larmes aux yeux quand elle regarde, surtout quand elle a regardé le premier reportage. Elle dit que c'est très poignant. Ce sont les réalités de la vie. On a Claude Abomo qui nous dit que il est flatté par la transparence que nous avons dans cette émission, mais il attire l'attention sur le rôle des médias. Voilà, quand on voit les sitcoms et les séries où les comédiens frappent sur leurs femmes tous les jours, on ne sensibilise pas les jeunes de la bonne manière dans ces sitcoms-là. Et il dit que ces sitcoms sont diffusés sur Canal 2 d'ailleurs. Et il rajoute que l'analphabétisme y est également pour beaucoup. Et que le quota des femmes illettrées est important. Les plus intellectuels essaient toujours de prendre du dessus, comparativement, dit-il. Est-ce que, justement, je voulais poser la question des catégories sociales, mais puisqu'il parle des femmes lettrées et celles qui ne le sont pas, est-ce qu'il y a un distinguo à faire entre celles qui ont des diplômes et celles qui n'en ont pas dans le cadre des violences? Non, en fait, je veux dire, dans le cadre des violences, c'est honnêtement, la violence n'a pas de lieu, ça n'a pas de milieu social. La violence, c'est partout. C'est-à-dire que moi, honnêtement, je suis une intellectuelle, je veux dire, j'étais intelligente, j'avais même de super bons contacts. C'est-à-dire qu'en fait, mais j'ai vécu ça. C'est-à-dire que la violence, c'est un cas d'une personne qui veut dominer une autre personne. Et ce n'est pas, je veux dire, c'est pas parce que, c'est ça le problème. C'est pour ça que les femmes qui sont dans des milieux très aisés ne parlent pas. Parce qu'elles ne veulent pas casser ce mythe-là. Mais la violence, c'est pratiquement partout. Ça concerne tout le monde, ça concerne toutes les femmes. Et surtout, les femmes victimes de violences qui sont dans des foyers riches subissent des violences économiques d'un autre ordre. C'est-à-dire, en fait, que chez elles, plutôt le mari dit, en fait, je veux dire, le mari décide de prendre en otage l'argent du foyer des deux. Il décide de gérer, c'est-à-dire qu'il l'infantilise. Dans les deux cas, on infantilise toujours les deux. Dans la violence, c'est partout. Alors, Gézan Mézet nous dit que il est important de prendre conscience de la position dans la femme dans notre société, mais surtout de l'accepter. Alors, tous les hommes ne sont pas d'accord avec cela, bien entendu. Il y a Hervé qui nous dit que on devrait noter l'infidélité drastique des femmes. Voilà, voilà qui peut être une cause de...
de violence. Voilà, est-ce qu'il y a un profil? Moi, je voulais déjà demander pour ces hommes violents. Et maintenant, il se passe que ces hommes qui usent de violences physiques vis-à-vis de leurs compagnes ont tendance à les rendre responsables de leurs actes. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, déjà, je veux dire une chose pour la violence, pour les violences, l'infidélité. L'infidélité chronique des hommes emmène à l'infidélité des femmes, c'est-à-dire qu'ils sont vulnérables. Ça, je le dis en toute sincérité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, certes, peut-être infidèles, mais beaucoup de femmes sont très mal aimées dans nos foyers. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas souvent présents. Donc, il faudrait à un moment donné regarder la responsabilité. Le problème, c'est qu'on regarde tout le temps les conséquences et on ne regarde pas les causes. Alors, on a parlé de ces survivantes-là. Peut-être une question à l'endroit de Sylvie avant de parler des survivantes. Alors, Sylvie, on a regardé ce reportage-là et ces hommes qui justifient d'une façon ou d'une autre leur acte de violence sur leur compagne ou leur conjointe. Ça se comprendrait? Ça pourrait se comprendre? Non, je pense que rien ne justifie une violence en fait. Moi j'ai toujours eu coutume à dire aux gens que le premier geste, c'est le geste de trop en fait. La question pourrait être, est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes? En fait, c'est la question que je voulais poser. En réalité, il ne devrait pas. Il n'y a pas de circonstances atténuantes puisque le Code pénal, à ses articles 275 et 281, punit toutes les violences qui sont faites aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Et ces peines sont extrêmement sévères. Moi, j'ai l'impression que si les gens connaissaient en réalité ce qu'ils encourent lorsqu'ils commettent ces actes, moi, je me dis qu'ils ne devraient pas le faire. Parce qu'une simple violence, peut-être qui entraîne une incapacité haute, vous allez purger une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans. Imaginez-vous. Si peut-être la violence, au cours de la violence, la personne venait à décéder, c'est une peine à vie. Et lorsque c'est involontaire, c'est une peine capitale, c'est-à-dire c'est une condamnation à mort. Donc imaginez-vous un excès de colère, comme ce monsieur disait tout à l'heure, un excès de colère, et puis vous arrivez peut-être à frapper violemment votre femme. Elle peut-être tombe, elle heurte sa tête peut-être sur une pierre, et puis elle arrive à décéder. Vous allez perdre également votre vie. Moi, je me dis, rien ne justifie une violence. Il y a toujours un moyen de dialoguer. Lorsque vous êtes peut-être quelqu'un de colérique et que vous voyez qu'au cours d'une discussion, vous vous emportez, vous pouvez sortir, vous pouvez faire un tour, aller prendre un peu de lait, aller chez les amis et puis revenir. Votre femme, s'il vous plaît, votre femme que vous avez épousée n'est pas un objet, c'est une compagne. C'est parce qu'ici, on a l'impression que lorsqu'on dote, ici, on va parler du poids de la dot, lorsqu'on dote une femme, on a l'impression qu'on a acheté un objet, on se dit qu'on possède cette personne et on a tous les droits sur cette personne. La personne qu'on a choisie pour pouvoir poursuivre, continuer notre vie avec elle, c'est un partenaire, ce n'est pas un objet. On n'a pas le droit de taper sur sa femme. Si on aime cette femme, on n'a pas le droit de lever la main sur elle. Puisque cette personne fait partie de nous. Cette personne fait partie de nous. On est en Afrique comme si étant... Voilà, Sylvie, on a cette autre raison. La correction. Est-ce qu'on devrait corriger ça? Enfin, c'est pas un enfant quand même. Alors, là c'est une expression que je déteste, qui m'horripile et qui me fait extrêmement la tête parce que lorsqu'on parle de correction, on corrige un enfant. On ne corrige pas une personne adulte, on ne corrige pas une épouse, on ne corrige pas une partenaire, on ne corrige pas quelqu'un avec qui on partage plus que peut-être une relation platonique. On corrige un enfant lorsqu'il a commis une bêtise et que non une partenaire. Moi, je dis c'est extrêmement grave. Karine, juste pour terminer dessus, avant qu'on ne prenne le dernier reportage, parce qu'on a les réactions des femmes, on a également les réactions des hommes. Hortense Latoche qui nous dit que la violence n'est pas simplement physique, on l'a évoqué ici, Hortense, mais aussi morale. Dit Hortense, les hommes sont sadiques, dit-elle. Alors, il y a cette question de correction, et Karine, vous vouliez rebondir là-dessus. Non, je disais qu'on aime prendre le raccourci, parce que j'appelle ça raccourci pour dire qu'on est en Afrique, comme si être en Afrique signifie qu'on doit tout accepter. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, brisons le méta. Disons trop c'est trop, il faut toucher les choses du doigt. Il faut faire comprendre aux gens qu'en parlant, ils peuvent sortir de ce type du de cycle de la violence. Justement, c'est le titre de notre reportage. Matracha, juste ce message de Prince Ovodonou qui nous envoie son texte du Bénin. Il dit qu'il faudrait qu'on arrête les violences faites aux femmes. Tout à fait. Oui, et pour arrêter ces violences, il faut bien trouver le moyen de sortir de ce cycle de violence. Il faut en parler et arrêter certaines expressions qui nous horripilent, tout ça, même des hommes aussi, parce que corriger une femme, ben non, ce n'est pas possible. Comment donc faire pour éviter la récidive et pour sortir totalement de cet état des choses? Nous regardons ce reportage.
Selon les statistiques du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille datant de 2015, 4 femmes sur 10 sont battues tous les mois dans la région du littoral. Catherine est l'une d'elles. Ce matin, elle se rend à Lukovifa, l'association pour la promotion de la lutte contre les violences faites aux femmes et pour la participation au développement de la femme africaine. Quand je me suis mariée avec lui, on lui a licencié de son travail. Il a donc décidé qu'on devait rentrer sur Douala, parce qu'en ce moment on était à l'eau. Il a donc décidé qu'on devait rentrer sur Douala. Nous sommes rentrés sur Douala. Il n'avait pas de travail. J'ai appelé mon petit frère. Mon petit frère lui a offert une moto qui devait travailler avec et verser la recette chaque semaine, 12 000 francs. Et la moto dormait à lui. Mon mari a commencé à travailler et il se mettait à boire. Il me donnait 1000 francs de ration, le reste il restait au bar pour boire. Il a dit que non. Dans la vie, on ne vit pas comme ça. Là. Nous sommes dans la vie de Douala, on doit se battre pour y arriver. Si tu commences cette vie, ça ne peut pas te laisser. Il s'est levé une nuit qu'il est rentré. Il me dit que je suis qui pour lui parler de cette manière. Je n'ai pas le droit de voir ce qu'il fait. Se mettre à me bastonner. Visage tuméfié, coups de poing, de pied, Catherine va en voir de toutes les couleurs. Elle a quitté son conjoint il y a plusieurs mois, mais ce dernier procède par des menaces de mort. Tout ce qu'il me promet maintenant, c'est la mort. Il me dit maintenant qu'il va me tuer. Il va me tuer. Quand j'étais à Loup, il m'a envoyé des messages qui demeurent que mes jours étaient comptés. Jusqu'à ce que je sois allé même au commissariat de nous faire une déposition contre lui. Bon, on va faire comprendre que quand il serait dans la ville, on va lui prendre. À Lukovifa, des cas comme celui de Catherine sont légion. Les femmes qui viennent se plaindre de maltraitance dans leur foyer, dans leur maison. Et nos papas arrivent encore une couverte de sang, de blessures. Nous prenons la peine de faire d'abord les premiers soins avant de soit les conseiller, demander comment ça s'est passé et parfois les amener au commissariat comme le cas de certains, on se fait porter plainte. Nous convoquons aussi les conjoints de temps en temps et pour les entendre. Les actions de cette association s'appuient sur la religion. Ici, une séance de causerie éducative dans le but de sensibiliser et d'informer. Par ailleurs, il est conseillé aux femmes d'exercer une activité génératrice de revenus, comme c'est le cas pour Ourera. Toutes nos victimes avouent avoir eu recours au conseil des plus anciens. Beaucoup n'ont pas pensé à rester en justice. La violence entraîne une douleur. Maintenant, la douleur peut être de plusieurs formes. Et la loi a déterminé, je vais lire, parce que là c'est la section 2 du nouveau code pénal qui parle des violences et voies de fait volontaires. Donc ça veut dire que vous voulez vraiment taper sur une femme et vous décidez donc de le faire. Maintenant on va également stratifier. Des violences causent quoi? Ça peut causer la mort involontairement. Vous avez voulu taper et ça donne la mort. Ça peut donner des blessures. Et même dans des blessures, il y a des stratifications. Il y a des blessures graves, des blessures simples, des blessures légères. Donc, plusieurs. Et par rapport à chaque type de blessure, la sanction diffère. Pour Maître Jeannette Ndoumbe, en cas de violence, les premiers gestes de la victime sont: lorsqu'on vous cause violence, vous devez aller consulter un médecin. C'est le médecin qui va donner la gravité de peut-être la douleur que vous avez ou bien du traumatisme que vous avez. C'est par rapport à ce traumatisme qu'on va qualifier également en justice s'il s'agit d'un coup ayant entraîné une incapacité. On va parler de blessures graves, de blessures légères. Dans la section 2, chapitre sur les atteintes à l'intégrité corporelle du Code pénal portant crimes et délits contre les particuliers, les violences et voies de fait peuvent être punies jusqu'à 20 ans de prison pour les coups mortels, 10 ans pour
pour coups avec blessure grave, 5 ans pour blessure simple et 2 ans pour blessure légère. Alors, donc, il y a Jaguar qui nous dit qu'à nous entendre parler, on dirait que les femmes sont parfaites. Mais sachez, dit-il, que les hommes ont aussi des violences psychologiques. Tout à fait. Il fallait aussi faire venir des hommes qui ont subi des violences. En fait, on fera une émission là-dessus, Jaguar, oui. et on n'aura que des hommes sur ce plateau. On va croiser encore les histoires, on est à la fin. Donc, Sylvie va nous parler du droit, mais ce sera en dernier lieu. On va commencer par Karine. Karine, comment fait-on pour s'en sortir? Quand on est survivante, avant d'en arriver là, on a essayé d'en parler. Vous avez essayé d'en parler à votre vicaire lorsque vous aviez 15 ans, dites-vous. Oui. Vous subissiez les violences sexuelles, vous avez subi des violences sexuelles de votre oncle, de votre cousin, de l'ami de votre frère. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il me dit, la meilleure personne qui a dit à son fils en parlant du vicaire, c'est moi. Parce que je suis Dieu, je peux bien vous comprendre, je peux vous amener à effacer cela. Moi, ça m'a choquée psychologiquement et j'avais l'impression que tout était fini pour moi. Qu'est-ce qu'il voulait insinuer? Voilà. Il voulait insinuer qu'il fallait que je sois sa petite copine et qu'en ce sens-là, les choses il devait me montrer le bon côté de l'homme, que l'homme n'était pas que mauvais. Et je ne sais pas s'il prenait en compte ce que je disais comme mal, ce que je ressentais au fond de moi. Donc, du coup, ça m'a choquée. Je suis allée me recouvrir dans le sport. J'ai commencé à faire beaucoup de sport pour pouvoir évacuer. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Et c'est comme cela que j'ai pu, à un moment donné, masquer ma tristesse par une joie, parce que j'étais toujours souriante, très calme. On avait l'impression que tout allait bien pour moi. Pourtant, quand je rentrais seule, je souffrais. J'ai une question qui me taraude l'esprit. Lorsque vous en parlez pour la première, est-ce que vous en avez parlé à vos parents? À quel moment? Non, j'ai pas parlé à mes parents. Donc ils l'ont découvert dans le livre? Ils l'ont découvert dans le livre parce que oui, je n'avais pas parlé. Parce qu'après, quand j'ai eu cela, je me suis plutôt comportée comme une maman. C'est-à-dire que je suis devenue plus responsable qu'il ne fallait. Comme j'avais déjà cru depuis 10 ans que j'allais mourir, et quand j'ai grandi, je suis que je n'allais pas mourir, il était trop tard pour moi d'en parler. Et ma vengeance était de devenir une femme, une grande femme demain, pour pouvoir avoir le courage de parler. Et j'étais sûre qu'en étant une grande dame, j'aurais la force de pouvoir dénoncer et de dire ce que je veux comme je veux. Dans ma vengeance, c'était de me concentrer sur mes études, sur ce que je fais de mieux, devenir quelqu'un de meilleur et pour en parler aisément. Donc du coup, j'ai plutôt privilégié mes parents. Je les couvrais, plutôt je les cajolais. J'évitais qu'ils soient au courant de cette histoire. Et lorsqu'ils l'ont appris? Et lorsqu'ils l'ont appris, ils étaient très contents de moi que j'ai pu parler et que j'ai pu prendre cela de ce côté-là. Parce qu'aujourd'hui, mon combat, c'est de protéger les enfants. C'est de sensibiliser au maximum de choses. Et je leur ai dit, écoutez, ce problème, ce n'est plus pour moi. Je n'ai pas écrit pour moi. Je suis complètement guérie. Vous n'avez pas à vous en faire. Le combat, c'est ceux qui sont après moi. Et votre oncle? Je ne sais pas où ils sont. On ne s'est plus jamais revus. Toutes ces personnes, je ne sais pas où ils se trouvent aujourd'hui. Mais le combat avec mes parents, on est unanime qu'on doit débattre parce qu'eux aussi ont été victimes d'abus de confiance. Il faudrait que beaucoup de parents aussi savent que ceux qui prennent à la maison pour les aider, pour les aider d'une manière ou d'une autre ne sont pas toujours des bonnes personnes. Donc du coup, mon problème ce soir, c'est sensibiliser au maximum. Évitons toujours de dire on va aller porter plainte parce que pour ma part, c'est comme une perte de temps. Bon, Sylvie ne sera pas d'accord. Il nous reste 2 minutes. Évitons, brisons le silence. Parlons aux enfants, parlons aux parents. Je suis sûre que d'un moment à l'autre, il n'y aura plus, on ne sera plus en train de parler de trop de violences, des violeurs et des violences faites aux femmes. Alors, il y a Serge qui propose une solution. Il dit que le problème de la femme africaine reste dans l'éducation, que celle-ci reçoit en Occident. Les différents systèmes éducatifs amènent les femmes à connaître leurs droits et se protéger. Et ceci évite au maximum les violences faites aux femmes par les hommes. Minou. Moi, ma mère... Comment devient-on une survivante? Comment devient-on une survivante? On devient une survivante en parlant.
C'est-à-dire qu'en fait, en parlant, c'est d'abord la première des choses. La première thérapie, c'est de parler. C'est de parler, c'est de parler, c'est de parler et c'est de parler. Et moi, c'est pareil, ma famille a découvert quand j'ai témoigné sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, et moi, j'étais pas au Cameroun, donc j'étais dans un autre pays en Afrique. Donc on était, après Paris, on est allé vivre en fait on est allé vivre sur Cotonou et j'ai quitté Cotonou pour Abidjan et c'est là-bas justement comment est-ce qu'on sort de là. D'abord il faudrait être avec des personnes qui sachent que non, cette personne sort de très loin. Il faut avoir des personnes qui savent donner de l'amour. Il faut avoir des personnes en fait qui sont humains, qui sont compréhensifs. Alors que pour nous, chez nous, on est toujours en train en fait d'acculer plus les victimes que les bourreaux. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours en train de dire que qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est ta faute, qu'est-ce qui est arrivé. Donc c'est-à-dire pour sortir de là, il faut parler et il faut beaucoup d'amour. Et je voudrais en fait terminer justement en disant à toutes les femmes victimes, franchement, de ne pas avoir peur de parler. Et on se retrouve vendredi. Vendredi, je vais parler de la violence conjugale au salon du mariage à la salle Saphir, hôtel Beau Séjour. Alors, Sylvie, comment on se prémunit contre les violences physiques et morales? Comment une femme pourrait se prémunir? Oui. Et comment s'en sortir aussi? Parce qu'on peut les éviter. Oui, la première chose que je vais dire, c'est que le premier geste, c'est le geste de trop, en fait. Parce que le plus souvent, on laisse les choses traîner, on se dit que ça va aller, et pourtant que ça, ce sont les 5 signes annonciateurs qu'on a voulu comme ça masquer et ne pas mettre le doigt dessus. Parce qu'une personne qui vous aime ne va pas exercer une violence, ne serait-ce qu'une gifle, il ne le fera pas. Parce que si vous sentez mal, puisqu'il vous aime, il sentira également mal. Donc une personne qui le fait, c'est une personne qui ne vous aime pas. Et vous devez faire ce qui est nécessaire pour sortir de ce cercle-là, de sortir de sa vie, pour avoir une vie sauve, vous offrir quelque chose d'autre. La deuxième chose que je dirais, c'est que il est bien vrai que le système judiciaire a des failles. Le système judiciaire a des failles comme ailleurs et partout, mais on a eu des cas qu'on a résolus. Il ne faudra pas toujours rester au quartier en se disant que le système judiciaire ne fait rien. Non. Il y a des avocats qui ont l'habitude de prendre des cas de façon gratuite, et j'en connais plusieurs, on travaille ensemble, qui ont l'habitude de prendre des cas de façon gratuite et puis de suivre ces victimes. Il y a dans le code pénal des nouveaux articles qui ont été mis sur pied pour pouvoir protéger la femme et la famille. On va parler de l'article 352.2 qui traite de l'expulsion du domicile conjugal, parce que les femmes étaient victimes de l'expulsion du domicile conjugal, que ce soit par le mari, même lorsqu'elles étaient enceintes, que ce soit par le mari ou bien par la belle famille. Il y a également... Oui, mais puisqu'on ne lit pas beaucoup, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça qu'on va sur les plateaux de télévision, c'est pour ça qu'on fait la sensibilisation. Moi, le problème, c'est qu'il ne faudra pas qu'on reste sur nos acquis en se disant que tout est joué. Non, tout n'est pas joué. Si on fait ces plateaux de télévision, c'est parce qu'on se dit quelque part qu'on va apporter un plus. Il y a certainement 2 ou 3 femmes qui sont dans leur foyer aujourd'hui qui vont pouvoir se dire qu'il y a encore quelque chose à faire. Il ne faut pas qu'on reste toujours en se disant que tout est fait. Et puis, la deuxième chose que je dirais, c'est qu'il y a l'article qui parle de l'atteinte à la filiation. Il y a un arsenal juridique qui est mis en place. C'est les nouveaux articles dans le code pénal qui permettent de protéger la femme. Il y a également le délaissement des personnes âgées. Il y a tellement d'articles. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faudra pas que nous, les femmes, nous attendons toujours le 8 mars pour pouvoir faire comprendre que nous existons. On peut faire ce que nous sommes en train de faire là plusieurs fois, dans plusieurs chaînes de télévision, faire des campagnes de sensibilisation pour qu'au moins certaines femmes sachent qu'il y a des lois qui sont là et qui peuvent les protéger. Ok. On a un dernier message. Sheila Eno qui dit I love this program. I wish to be part of it. It's possible, Sheila, just tell us the topic you want to talk about. Voilà. Bon, c'est terminé. On va se retrouver, ma très chère, lundi prochain. Lundi prochain avec le même plaisir et un sujet tout aussi intéressant. Merci. On se retrouve très bientôt. Karine, quand vous reviendrez, très bientôt. Très bientôt. Ok. Où est-ce qu'on trouve votre ouvrage? Notre ouvrage au restaurant Le Cercle Municipal à Yaoundé et au 699 69 61. On appelle Yannick Diké et puis on va se procurer du livre qui est en anglais et en français. Le livre a 10 chapitres. Il ne parle pas que du viol. Il va du viol à l'écriture en passant par les passions, le sport, l'église. Bref, comment être une survivante en clair. Vous pouvez avoir pour avoir votre thérapie pour survivre. Oui, sortir de l'étau. Et donc, Minou, vous la retrouvez sur sa page Facebook, hein, vous la contactez tout de suite. Karine Mambou aussi. Voilà, Minou Christelle, c'est son Facebook. Bientôt le livre de Sylvie. Bon, on en parlera au moment opportun. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Rendez-vous lundi prochain.
Nana